Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors, ce n'est pas Berkov qui est dans tous ses états, mais Philippe Rossi. Et Philippe Rossi est en face-à-face aujourd'hui avec Cyril Benassar, qui est artisan, ébéniste, auteur aussi dans le magazine Causeur, et qui nous présente son livre « L'arnaque antiraciste, expliqué à ma sœur », et c'est aux éditions Mordicus. Bonsoir Cyril Benassar. Bonjour. Bonsoir, bonjour à vous. Ouais, j'ai quelques heures d'avance, j'ai envie d'être en week-end. L'arnaque antiraciste, expliqué à ma sœur. Alors, c'est très bien fait, 94 pages, une dizaine de chapitres, on va y revenir. Réponse à Rokhaya Diallo. Pourquoi Cyril Benassar, un livre entier pour répondre à Rokhaya Diallo? Vous vous adressez à elle dans tout le livre. Oui, parce que c'est à l'origine un article que... On est presque déçu parfois qu'elle ne puisse pas répondre à ce que vous dites. Oui, j'espère que ça se fera, qu'on se rencontrera, qu'on continuera notre conversation. Commencer par donc un article qu'elle est venue écrire dans Causeur. Ouais. Parce que Causeur, on accueille tout le monde, tous les gens, même et surtout ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. On est à l'opposé de ces réunions pour racisés qui excluent les Blancs. Elle est venue donc écrire un article où elle défendait ses positions sur son antiracisme, et puis je lui ai fait une réponse qui a pris la taille d'un livre. Ouais. En réalité, l'opposition qui est dans cet article et dans ce livre, c'est ce qui nous oppose entre son universalisme, qui est un universalisme... Parlez bien dans le micro, Cyril Benassar. Différentialiste. Ouais. C'est-à-dire qui s'oppose au nôtre, à celui de la tradition française, qui est un universalisme républicain qui ne veut pas voir les différences, en tout cas pas dans l'espace public et sûrement pas dans les institutions. Alors en gros, ce que vous dites, on le résume, ce livre en une ligne, on va y revenir, vous dites en gros les antiracistes voient du racisme partout et là où il n'y en a pas. Oui. J'aimerais qu'on revienne, on fasse une parenthèse, mais ça en dit long quand même sur ce que vous dites, la polémique de l'émission Pyramide. Patrice Laffont, Laurent Broumède accusés de racisme, c'était mardi dernier dans Canap 95, c'est la chaîne TMC, voilà, qui diffusait des extraits de l'émission Pyramide, émission qui a été diffusée entre 92 et 2003, c'était sur le service public sur France 2, émission dans lesquelles on pouvait notamment voir Patrice Laffont, Laurent Broumède à l'époque, Marie-Ange Dardy, plusieurs membres du programme faire des blagues jugées racistes à l'encontre de Pépita. C'est elle à l'époque, Pépita, qui ouvrait les cartes postales des téléspectateurs et qui donnait des lots de consolation aux participants perdants. Dans ces extraits, Pépita était jugée pulpeuse, comparée par exemple à un chimpanzé. Je vous propose d'écouter tout de suite pour vous faire une idée un extrait de l'émission de l'époque. Vous savez, Patrice, que certains disent qu'elle est pulpeuse en plus avec son citron. On est vraiment dans les fruits là. J'insisterai pas parce que je peux avoir la même pour rien, donc de toute façon. La même oui, je vais la rencontrer. La même en blanc. La même en blanc. Et quand on lui envoie une carte postale représentant un chimpanzé, ça donne ça. Merci, Ania. Oh, c'est vous en photo, Pépite. C'est la carte postale. Tu m'as reconnu. C'est ça, les amis. Vous reconnaissez immédiatement. Ça me force de manger des bananes, voilà ce que ça fait. Voilà, donc scandale, les internautes sur les réseaux sociaux évidemment indignés, Pyramide, Patrice Laffont, Laurent Broumède entre autres, accusés de racisme. Et on attendait tous donc la réponse de Pépita, est-ce qu'elle a été victime de racisme ou pas? Elle a répondu hier sur le plateau de Touche pas à mon poste. Ben oui, ça a été extrêmement violent pour moi, mais pas du tout dans le sens où la majeure partie des gens ont réagi. Parce que c'est un montage, c'est pas des images complètes. Et je ne tolérerai jamais, je suis enragée, que l'on puisse accuser Patrice et Laurent, le plateau Pyramide, de racisme ou de misogyne. Ces gens-là m'ont super protégée. Ils m'ont même poussée. Et je ne supporte pas qu'on salisse cette émission parce que j'ai vraiment vécu des moments merveilleux avec eux. Voilà la réaction de Pépita. Alors là, Cyril Benassar, il y a quand même un décalage entre les associations antiracistes et la réalité quand même, puisque c'est Pépita, vous l'entendez, qui réfute tout racisme. Oui, elle réfute tout racisme. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait de l'anachronisme, tout simplement. Ça s'est passé avec Pierre Ménez il y a quelques jours. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que comme on est dans une société qui progresse vers de plus en plus de vivre ensemble et de moins en moins de racisme, évidemment, plus on monte dans le temps et plus on va trouver des expressions qui nous paraissent aujourd'hui racistes, comme elles peuvent nous sembler sexistes. Ce qui se passe, c'est que... Ça, aujourd'hui, ça ne passe pas, clairement. Non, évidemment, ça ne passe pas parce que les choses ont changé et que la population française a changé. Mais qu'on se souvienne des films avec Belmondo et même avant les films de Michel Audiard, on disait les négros, on disait les bougnoules. Voilà, c'est comme ça qu'on parlait. Ça veut dire que à l'époque, la présence des Noirs, ça avait presque quelque chose d'exotique. C'était pas une partie composante de la population française. Donc,
On entend d'ailleurs dans cet extrait, bien sûr que ça a complètement changé, et heureusement qu'on ne parle plus comme ça, mais le procès qu'on nous fait en regardant 20 ans, 30 ans, 40 ans en arrière, en nous disant, dis donc, qu'est-ce que vous étiez raciste, qu'est-ce que c'était raciste, c'est pas possible. Il y a même, je le cite, un internaute, qu'un entrepreneur qui s'appelle Xavier Alberti, qui a demandé à ce que la production, même 25 ans plus tard, s'excuse de cette séquence. Oui, on demande ça en permanence, de la repentance en permanence. Ouais. Alors, je vous le disais, on va venir évidemment sur votre livre, L'arnaque antiraciste expliquée à ma sœur. C'est une réponse à Rokhaya Diallo, une dizaine de chapitres. Vous parlez par exemple du contrôle au faciès. Il y a plusieurs chapitres. Le contrôle au faciès. Il y a également le privilège blanc. On va y revenir. Et je vais vous citer, voilà, c'est page 22 du livre. Ces contrôles et ces surveillances ne relèvent pas du racisme, mais du profilage. Alors, expliquons ce qu'est que le profilage. Tout d'abord, Cyril Benassar. C'est une technique policière qui consiste à croiser un certain nombre d'indices pour arriver à identifier un suspect. Et dans ce cas du contrôle au faciès, on continue de nous rappeler de nous répéter que c'est du racisme. Que on contrôle plus les Noirs, on contrôle plus les Arabes, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ça le contrôle au faciès. Que Macron a dénoncé il n'y a pas longtemps. Oui, il l'a dénoncé parce que depuis le temps qu'on le répète sans vraiment chercher ce qu'il y a derrière, de journaliste en journaliste, ça finit par apparaître comme une réalité aux yeux de la population. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les policiers ne contrôlent pas exclusivement les jeunes noirs et arabes. Ils contrôlent des jeunes qui ont une attitude qui ressemble à ceux qui occasionnent le plus de nuisances, à ceux qui ont en gros un look racaille, si vous voulez. Voilà, la casquette à l'envers. Voilà, le noir à capuche et l'arabe à casquette à l'envers. C'est ceux-là qui se font contrôler, qui sont particulièrement visés, mais pas seulement par les flics, par tous les agents de sécurité, dans les trains, dans les supermarchés, dans les cinémas. D'accord, donc en gros, si je caricature un peu, un noir ou un arabe qui a un costume 3 pièces et un attaché-caisse ne sera pas contrôlé. Exactement. C'est ce que vous dites, Moi, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai entendu depuis toute ma vie. C'est-à-dire que le noir, je connais un architecte noir qui vient de Chicago, qui est tout habillé tout à fait de façon correcte. Il n'a jamais été contrôlé par la police. Et quand on lui en parle, ça le fait rire. Ouais. Ça le fait rigoler de penser que la justice en France est raciste et qu'elle est violente en plus. Je veux dire, et un jeune couple d'homosexuels noirs habillés de façon précieuse et raffinée, ils ne se font pas contrôler. Ceux qui se font contrôler, c'est ceux qui se baladent avec ce que j'ai appelé dans le livre la je m'en bats les couilles attitude. Ouais. C'est-à-dire le type qui affiche une appartenance à un monde un peu délinquant. D'accord. Donc quand Macron dit il y a quelques semaines clairement qu'il y a du contrôle aux faciès au sein de la police, qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Macron? Soit il n'y connaît rien, parce que vous dites que c'est du profilage, soit il veut faire plaisir aux associations. Qu'est-ce qui se passe quand il dit ça? Moi, je pense qu'il veut faire plaisir aux associations, parce qu'il discute avec son ministre de l'Intérieur, avec la police. Je pense qu'il connaît depuis longtemps la réalité de ce problème, et que ça n'est pas sur des critères raciaux que les gens sont arrêtés aujourd'hui dans la rue. Ouais. C'est une part de démagogie, évidemment. Il faut donner des gages à une certaine partie de son électorat qui, s'il ne le disait pas, il risquerait de passer pour quelqu'un qui n'est pas très attentif à ce genre de problème, quoi. Mais bon, c'est des réactions à l'emporte-pièce qui sont pas réelles. Et je dis la même chose pour les discriminations à l'embauche, pour les discriminations au logement, et évidemment pour ce soi-disant racisme systémique. Oui, c'est-à-dire que vous dites en fait tout simplement ils éliminent les dossiers pour ce qui est par exemple du logement, les dossiers qui ressemblent à ceux des mauvais payeurs en fait. C'est ce que vous dites, quoi. Et à l'embauche, on nous dit que par exemple les jeunes femmes musulmanes qui sortent de l'université trouvent beaucoup moins de débouchés dans la vie professionnelle que les autres. Ce qu'on oublie de dire, c'est la part des femmes voilées dans l'histoire. C'est-à-dire que moi, je connais des employeurs, des patrons de petites entreprises qui me racontent, peu importe l'origine, l'appartenance culturelle ou religieuse d'une personne ou d'une femme. Par contre, si elle est habillée à l'européenne avec une attitude libre, quelque chose qui nous laisse penser qu'elle a assimilé les codes de notre société, ou une femme qui arrive voilée et dont on pense qu'elle pourra nous enquiquiner avec des revendications identitaires ou communautaires ou religieuses, et ben le choix est vite fait, on va l'écarter. Et ça n'est pas du racisme. Alors sur la discrimination à l'embauche, évidemment, on va y revenir dans quelques minutes, mais en gros, et on va revenir sur cette étude, parce que moi ça m'intéresse, une étude qui montre qu'en fait, quand il y a un CV anonyme, il y a quand même une discrimination, voilà, donc ce qui casse un peu les arguments et les thèses des associations antiracistes. On va y revenir dans quelques minutes avec vous, Cyril Benassar. En attendant, je vous rappelle le titre de son livre, L'arnaque antiraciste expliquée à ma sœur aux éditions Mordicus. Évidemment, vous aurez la parole aussi et vous pouvez venir poser des questions à Cyril Benassar, un seul numéro 0826 300 300, et réagir aussi à tous les autres sujets. Désespoir du monde de la restauration et cette réouverture des lieux de culture et de restauration justement le 15 mai. Est-ce que vous y croyez, vous? Et on aura d'ailleurs encore Katia Boucher avec nous pour en parler. Et puis les parents, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent combiner télétravail et garde d'enfants pendant ce mois?
eh bien là aussi, on vous attend évidemment, surtout si vous êtes parents. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, Philippe Rossi est en face à face avec Cyril Benassar, artisan, ébéniste, auteur dans le magazine Causeur et auteur aussi de ce livre, L'arnaque antiraciste expliquée à ma sœur, et c'est aux éditions Mordicus. Voilà donc ce livre, une réponse, je le rappelle, une réponse à Rokhaya Diallo, c'est assez argumenté, vous prenez énormément d'exemples, une dizaine de chapitres, là vous avez le choix. On va revenir sur le privilège blanc dans quelques instants, puisque voilà beaucoup d'associations antiracistes, et notamment Rokhaya Diallo parle de ce privilège blanc. J'aimerais revenir juste avant aux discriminations au logement. On a parlé aux discriminations à l'embauche, par exemple. Alors justement, discrimination au logement et discrimination à l'embauche, page 29 donc de ce livre. Vous revenez sur la discrimination à l'embauche. On a beaucoup parlé du CV anonyme. Voilà, ce serait la réponse à la discrimination à l'embauche, ce CV anonyme. Et vous vous dites dans ce livre, une étude que je ne vous ai jamais entendu mentionner, vous parlez à Rokhaya Diallo évidemment, révélée il y a quelques années qu'avec des CV anonymes, écoutez bien, qu'avec des CV anonymes, les candidatures de personnes au nom qui évoquaient des origines africaines ou maghrébines étaient moins retenues que lorsque leur nom apparaissait. Alors là, l'argument des associations et de beaucoup d'ailleurs qui sont pour le CV anonyme tombe comme un château de cartes. Oui, Cyril Benassar, expliquez-nous cette étude. C'est-à-dire qu'on nous a répété depuis si longtemps que quand on avait un nom à consonance étrangère, on était moins pris qu'un autre. Cette étude prouve le contraire. C'est-à-dire que quand on cache les noms, ceux qui ont des origines étrangères sont moins pris que les autres. Oui. Donc il y a presque une prime à la diversité aujourd'hui. Il y a des charges de la diversité qui sont signées par les entreprises. Il y a une mode, il y a un climat général qui fait que c'est bien vu dans certaines grosses entreprises d'embaucher des gens issus de la diversité pour panacher un peu le personnel. Et donc on se rend compte que non seulement les personnes d'origine étrangère ne sont pas victimes de discrimination à cause de leur origine, à cause de leur nom, mais que c'est le contraire, qu'il y a une discrimination positive qui s'est opérée sans qu'il y ait de consigne pour ça, mais un peu naturellement, et c'est ce qui se passe. Donc ce que vous dites, en fait, Cyril Benassar, dans votre livre, c'est il n'y a pas de discrimination à l'embauche, il n'y a pas de discrimination au logement. On va y revenir. Alors, vous dites qu'il y a effectivement il y a un privilège blanc, mais parce que c'est la majorité, c'est ce que vous dites. C'est la norme, en fait, c'est ça le privilège blanc dont vous parlez. Je dis quand même qu'il y a des discriminations à l'embauche, qu'il y a des discriminations au logement, mais qu'elles ne s'effectue pas sur le critère exclusif de la race. C'est pas simplement parce qu'on est noir ou parce qu'on est arabe. C'est un ensemble de choses qui va de son nom à son apparence. La première discrimination à l'embauche, d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est le physique. C'est l'âge et le physique. Les plus de 50 ans et le physique. En réalité, on est tous discriminés. Discriminer, c'est choisir. Donc un patron va choisir et forcément éliminer. Et il va user d'un principe de précaution qui va faire qu'il élimine tout ce qui pourrait lui attirer des ennuis un jour ou l'autre. Donc évidemment, une femme voilée, il va l'écarter. Et même une femme ou un homme qui aurait non seulement un nom à consonance étrangère, mais un prénom à consonance étrangère, sera écarté au profit de quelqu'un qui s'appellerait... si je m'étais appelé Mohamed Benazar au lieu de Cyril Benassar, peut-être que j'aurais eu moins d'opportunités, peut-être que j'aurais été rejeté. Mais c'est pas à cause de mon nom et donc pas à cause de ma race. Alors parlons du privilège blanc. Beaucoup de débats évidemment sur ce fameux privilège blanc. Je vous pose la question, vous y répondez dans votre livre, Cyril Benassar. Est-ce qu'il existe donc un privilège blanc en France en tout cas? Alors ce qu'on essaye de nous faire passer pour un privilège blanc, c'est le fait qu'en tant que blanc, on passe devant des personnes issues de la diversité dans des tas de domaines pour obtenir un emploi, un logement, tout ce dont on parlait jusqu'à présent. Moi je dis que rien n'est prouvé là-dessus. D'ailleurs, l'étude dont on parlait à l'instant montre le contraire. Mais même, je veux bien admettre qu'il y ait un privilège blanc, même si j'aime pas le mot. Moi, je parlerais plutôt d'avantage blanc. Il y a un avantage blanc à vivre en France, dans un pays blanc, sur un continent blanc. Oui, pourquoi? Parce que vous dites que c'est la norme. C'est la norme. Il y a un avantage à partir à la majorité partout. Alors, quel avantage? Je ne sais même pas dans quelle mesure on peut vraiment l'identifier, parce que il y a une telle prévenance, une telle délicatesse de nos sociétés occidentales blanches vis-à-vis de ces questions de racisme et de différence, qui fait que l'avantage blanc, en réalité, il est très mince. On est extrêmement attentif à ne pas user et abuser d'un avantage blanc dans une société où il y a aussi des Arabes et des Noirs. Si vous voulez... ça prouve à quel point on n'est pas raciste, c'est-à-dire que quand je m'adresse à un autre blanc, je ne l'appelle ni cousin ni frère. Je lui parle normalement, comme à quelqu'un d'autre, par égard pour des personnes qui ne seraient pas blancs et qui pourraient se sentir exclus par ce type d'expression. Eh ben, le privilège blanc, ça pourrait être ça pourrait faire que je m'adresse à un blanc d'une façon particulière et je ne le fais pas. Et ce serait extrêmement mal vu, ce serait jugé comme raciste. Donc même ce qu'on appelle un privilège blanc, je veux dire, il est
on s'en sert très peu en réalité, on en abuse peu. On est extrêmement donc ce que vous dites en fait, c'est voilà, il y a un avantage blanc, il n'y a pas de privilège blanc. Bon, mais même un avantage blanc, c'est quand même un peu du racisme, Cyril Benassar. Hein. Être avantagé pour un emploi, parce qu'on est dans la norme, c'est quand même du racisme, non? De la discrimination. Écoutez, en tout cas. Il y a peut-être un phénomène qui fait qu'on se rassemble, on s'assemble avec ceux qui nous ressemblent. On a plus confiance dans des gens qui sont plus proches de nous à tous les niveaux, au niveau culturel, et peut-être au niveau de la couleur de peau. Il y a peut-être quelque chose d'irréductible dans le fait qu'on ne peut pas complètement éliminer toute forme de traces de séquelles de racisme. Mais je trouve qu'en France, on n'a pas à rougir de ce qu'on est, on a la conscience tranquille. Et oui, il y a peut-être un avantage blanc ou un privilège blanc, mais franchement, on en abuse beaucoup moins que dans certaines autres régions du monde où là, il y a carrément un privilège noir, un avantage noir. Il suffit de voir le sort des fermiers blancs en Afrique du Sud en ce moment. Et on peut dire que là, pour le coup, le privilège noir abuse avec violence de son avantage majoritaire. Ça n'est pas le cas en France. Donc si je résume, la France n'est pas raciste, hein, Cyril Benassar. Non, elle n'est pas raciste. Elle l'a jamais été et elle n'est vraiment pas en train de le devenir, contrairement à ce qu'on nous raconte. Ouais. Et contrairement à ce que, alors c'est ce que vous dites dans ce livre, contrairement à ce qu'essaient de nous faire croire les associations antiracistes. Alors à la base, effectivement, une association antiraciste, c'est bien, quoi. C'est pour lutter contre le racisme, les discriminations. Et vous dites que donc ces associations ont pris au fil du temps une autre tournure, une tournure plus politique, qu'est-ce qui s'est passé, plus radical, plus radical, et je dirais plus. Qui cherche le racisme partout pour exister. C'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le combat antiraciste s'est mis à souffrir d'une carence de racisme, parce qu'on en trouvait de moins en moins, il fallait aller le rechercher dans des coins de plus en plus reculés, et ils se sont mis à importer des concepts américains, cette histoire de racisme systémique et surtout de privilèges blancs, ça vient pas de chez nous. Ouais, ça vient des États-Unis, sauf qu'on n'a pas la même culture. On n'a pas la même culture et on n'a pas du tout la même relation entre les races et entre les communautés en France. En France, on ne veut pas avoir de communauté, on n'a que des citoyens. Alors pour finir, on amène ça. Parlons justement de la culture. Vous répondez à Rokhaya Diallo. Dans une émission, vous avez dit qu'effectivement, elle était française, mais qu'elle n'était pas culturellement française. Je sais que ça l'a un petit peu froissé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Oui, bon, en réalité, je ne me suis pas bien exprimé. C'est pas elle que je vise, c'est son combat, c'est son modèle. C'est-à-dire le modèle qu'elle veut pour la France, qui est le modèle d'un universalisme. C'est ce qu'a dit Macron, il n'y a pas de culture française. Voilà, en France, il y a des cultures, c'est ce qu'a dit le chef de l'État. Donc je comprends qu'elle puisse se tromper, puisque même le président de la République nous sort ce genre d'ânerie. Il n'y a pas de culture française, enfin. Il y a des cultures. Donc, il y a des cultures en France, oui. C'est-à-dire qu'on serait une auberge espagnole dans laquelle chacun arrive avec sa culture et vivre à sa façon dans son coin. Non, c'est pas ça le projet français, c'est pas ça la générosité française. C'est quoi la culture française? C'est quoi la culture française? La culture française, c'est de recevoir des gens de partout dans le monde, quelle que soit leur religion et leur couleur, et d'en faire des Français. Des Français, ça veut pas dire des chrétiens blancs, ça veut dire des Français, des gens qui se rassemblent avec les mêmes valeurs, les mêmes coutumes, le même mode de vie, les mêmes... je dirais qui adhèrent à la même devise de liberté, égalité, fraternité. Et ça peut nous rassembler tous, mais à condition de ne pas nous mettre des barrières entre nous en fonction de nos couleurs, en fonction de nos différences. C'est pas ça qu'on doit mettre en avant dans l'espace public et dans les institutions. Ça doit rester dans le domaine du privé. Vous voyez, ces réunions pour raciser, interdites aux Blancs, enfin, que ça arrive dans des institutions comme un syndicat ou une université, je trouve ça incroyable. Ça doit rester dans le domaine du privé. J'ai une copine qui ne couche avec des hommes noirs. Ça la regarde, ça fait pas débat. Toute personne ne va lui poser de questions là-dessus. Mais quand ça arrive au niveau d'une université où on aurait, au nom de sa couleur, on prétendrait que les Blancs seraient incapables de comprendre les problèmes qu'on rencontrerait dans la société, je trouve que c'est totalement contraire à nos traditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'on est blanc, on ne peut pas souffrir pour un noir, on ne peut pas avoir de la compassion pour un noir, un asiatique, un arabe. Ou dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, beaucoup de blancs se sont engagés, certains ont été assassinés. Donc la conscience d'un blanc peut tout à fait s'indigner de l'injustice qui est faite à un noir. Et qu'on ramène la race sur des questions comme ça qui touchent à la souffrance qui est universelle, qu'on remette ça en cause, je trouve que c'est une régression terrible. C'est un crève-cœur pour un progressiste comme moi. Quel retour, tiens, pour finir, il nous reste 1 ou 2 minutes, quel retour vous avez eu de votre petit livre, L'arnaque antiraciste, expliqué à ma sœur? J'ai eu beaucoup d'échos de gens qui me connaissaient un peu par mes articles de Causeur, qui ont été ravis, et puis d'autres qui l'ont découvert, qui ont été... J'ai de bons échos. Pas trop harcelé sur les réseaux sociaux? Non, harcelé, non, encore. Et votre sœur, alors? Et votre sœur, comment elle a réagi? Mais en fait, c'est pas réellement ma sœur. Je m'adresse pas à ma sœur. Je m'adresse à Rokhaya Diallo en lui disant...
on n'est pas frères et sœurs de sang, mais on est sœurs et frères de France. Ouais. La fraternité française nous oblige à nous regarder en frères et sœurs et pas à nous interdire les uns les autres de discuter ensemble. Bon. Voilà, en tout cas, le livre de Cyril Benassar, L'arnaque antiraciste expliqué à ma sœur, donc Rokhaya Diallo, édition Mordicus. Et puis, justement, c'est à vous tous de réagir à ça. Alors, y a-t-il trop d'antiracisme? Pas assez? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez aussi revenir sur, justement, le désespoir du monde de la restauration et ces réouvertures qui sont annoncées pour le 15 mai. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous gardez confiance? Et puis, les parents sont-ils capables, vraiment, de combiner télétravail et garde d'enfants? On pose la question surtout aux parents. Allez, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De retour sur le plateau de Sud Radio avec Philippe Rossi dans tous ses états et ses invités Cyril Benassar, l'arnaque antiraciste expliquée à ma sœur. Je rappelle que la sœur c'est Rokhaya Diallo, c'est une réponse à Rokhaya Diallo et on lance un appel justement à Rokhaya Diallo. On lui a déjà signalé ce rendez-vous, mais si elle veut répondre, évidemment, le numéro est ouvert 0826 300 300 comme pour les auditeurs. Nous sommes aussi avec Katia Boucher, patronne du bar-restaurant Quand il est ouvert, La Bohème, qui est situé dans un petit village de la Somme. Et puis nous sommes avec nos auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300. Allez, on va en région parisienne, on donne la parole à Yannick. Bonjour Yannick. Allô, bonjour. Bonsoir. Bonsoir Yannick, je vous présente Cyril Benassar. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. Je me disais aussi, là, le temps a passé plus vite que je ne croyais. Cyril Benassar est avec nous, l'arnaque antiraciste expliquée à ma sœur, c'est son livre, et notre restauratrice Katia Boucher. On vous écoute Yannick. Alors merci de m'accueillir à nouveau sur la radio. Moi, je voulais commencer par une petite question. Oui. Alors, est-on toujours en France ? Parce que quand je regarde la société dans laquelle on vit, par rapport aux fondements qui sont écrits sur notre drapeau, je me pose vraiment des questions. À savoir, je m'explique. Fondement numéro 1, liberté. On est en plein dans l'arbitraire, le règne de l'arbitraire, autorisation, interdiction. On comprend pas trop. Faudra qu'on nous réexplique. Ensuite, en deuxième pilier, notre nation, égalité. Bon, la fracture sociale, ça fait un moment. C'est pas d'hier. Les pauvres, les riches. Avant, il y avait les nobles et les... comment on disait, je sais plus. Enfin, peu importe. Ouais. Et la fraternité, donc, qui n'y est plus, selon vous ? La fraternité, on pourrait y arriver, mais vu qu'on a décidé de séparer les Français sur des critères religieux, ethniques, histoire de diviser pour mieux régner, c'est le dogme, je crois, qui revient. Donc non, on y est de moins en moins dans la fraternité. C'est malheureux, mais bon. Alors, on va faire répondre évidemment nos invités. Je vais revenir dans quelques instants sur la liberté, puisque ça vous concerne, Katia Boucher, qui ne peut pas rouvrir son restaurant, et sur la fraternité. Donc, vous interpellez peut-être Cyril Benassar. Oui, Cyril Benassar, donc voilà, sur ce que dit Yannick sur cette fraternité qui n'existe plus. On nous oppose. Fraternité, les uns les autres. Yannick, vous dites on sépare les gens pour mieux régner, mais qui sépare ? Je veux dire, est-ce que ça vient du haut ? Ce serait un État qui aurait édicté des lois raciales dans lesquelles les Noirs et les Blancs ne pourraient pas se croiser. Moi, c'est pas ça que je vois. Moi, ce que je vois, la séparation, la sécession, le séparatisme, il vient d'en bas, il vient pas du pouvoir. Il vient de certains endroits dans les cités. Il vient de trappes où toutes les communautés ont été virées, sauf les musulmans qui sont restés, les musulmans les plus radicaux. Même les plus modérés sont partis. Ça vient on en parlait il y a pas là dans les universités, des réunions pour raciser interdites aux blancs. Donc je vois bien qu'il y a des séparatismes, mais qui sépare, Yannick? Essayez de nous expliquer un petit peu le fond de votre pensée. Qui sépare selon vous en France? Qui essaie d'opposer les uns aux autres? Je vais déjà saluer Monsieur Benassar. Bonjour, que je monsieur. pourrais appeler mon frère. Oui. Puisque ça semble important pour lui qu'on l'appelle mon frère. Donc, oui, c'est la France. Ouais. Bonjour mon frère. Moi, ce que je tiens à vous dire, parce que je vous vois quand même, même si on est frères, par politesse, parce que j'ai été éduqué comme ça, c'est que dans votre discours, il n'y a que des incohérences. Il n'y a que des incohérences. Donc, à mon sens, si vraiment vous écrivez comme vous parlez, votre livre,
Ça doit être compliqué. Il y a un exemple d'incohérence, Yannick, pour qu'il puisse répondre. Alors, j'y arrive. Alors, il y a des points d'accroche par rapport à votre discours, monsieur Benassar. Quand vous dites la société a changé, et heureusement. Bah oui, heureusement qu'elle a changé. Parce qu'on est parti de l'exemple pyramide. Alors, moi j'ai un exemple similaire à ça. Mon frère, il a fait du rugby pendant des années. On l'a appelé Bamboula. Oui. Donc il n'a jamais rien ressenti quand on l'appelait Bamboula, ou peut-être qu'il ressentait de certaines choses, mais bon, il baignait dedans. Jusqu'au jour où je lui ai dit, mais attends, frangin, on t'appelle Bamboula. Tu réalises un peu ce que ça signifie? À ce moment-là, il a ouvert les yeux, il m'a regardé, ah ouais, mais j'ai toujours ressenti quelque chose, mais j'avais pas tilté, pourquoi? Ben Pépita, ça vient d'où? Pépito, chocolat. Chimpanzé quand même dans les exemples, c'est dévalorisant, c'est dégradant. Ça influe quoi dans la perception que les gens vont avoir de la femme noire? Donc à un moment donné, que des associations regardent dans le rétroviseur et disent ce qui a été fait, c'était dégradant par rapport à l'image des gens de couleur, c'était dégradant par rapport à l'image de la femme noire, même si cette femme ne le reconnaît pas et ne le ressent pas, même si ces gens-là, quand ils ont eu ces propos-là, c'était pas avec de mauvaises intentions. Ça vous a choqué, tiens, Yannick, que Pépita réponde hier en disant qu'il n'y avait aucun racisme dans l'émission Pyramide? Non, ça me choque pas, parce que elle est sincère dans ce qu'elle dit. Elle ne réalise pas la portée des mots, le poids qu'il y a derrière ces mots-là. Elle ne le réalise pas. Donc oui, je suis d'accord avec votre interlocuteur quand il dit heureusement que la société a changé. Ouais. Mais lui, il n'a pas changé. Parce que quand il dit que une femme qui est voilée à l'embauche, je la prends pas parce que je pense qu'elle va m'enquiquiner. Mais c'est un préjugé. Oui, c'est un préjugé. C'est pas seulement un préjugé, monsieur. C'est le fruit de l'expérience. C'est-à-dire que j'ai vu, on voit autour de nous tout le temps. Quelle expérience vous avez embauché une femme voilée? Mais écoutez, on le voit. Je veux dire, je sais pas, je vous renvoie à l'affaire Babylou. C'est le pronom des menteurs. C'est le pronom des menteurs. Pardon? Je parle de vous là. C'est le pronom des menteurs. Bon, bah, je vais en prendre un autre. Alors, disons que les médias nous ont montré dans l'affaire Babylou qu'il y a quelqu'un qui a été embauché, qui semblait pas poser de problème, et ensuite qui en a posé sur des questions de revendication religieuse. C'est-à-dire qu'évidemment, toutes les femmes voilées ne vont pas enquiquiner leur patron systématiquement sur des questions religieuses. Mais la probabilité pour que ça arrive est plus forte avec une femme voilée qu'avec une femme qui ne l'est pas, même si toutes les deux sont d'origine de culture musulmane. Donc là, un patron prend un principe de précaution quand il embauche quelqu'un. Il va écarter tous ceux qui risquent. Oui, tous ceux qui risquent, même si c'est totalement hypothétique, tous ceux qui risquent de lui attirer des ennuis. Eh ben, une femme voilée, dans la situation actuelle en France, risque plus d'attirer des ennuis sur des questions de revendication religieuse qu'une femme qui n'est pas voilée, c'est tout. C'est comme ça que ça se fait, l'embauche. Alors évidemment, on va pas le dire sur des plateaux télé, mais c'est comme ça dans la vraie vie, monsieur. Merci. Quel risque? Quelle probabilité? Et c'est pas du racisme. Mais quoi qu'il y ait le risque, eh ben le risque, quelle probabilité? Allez, on termine sur la réponse de Cyril Benassar. Écoutez, le risque, c'est simplement qu'elle demande à s'absenter quand il y a des fêtes religieuses, à ne pas manger à la même table que ses collègues qui sont pas musulmans, à vouloir du halal, à vouloir, voilà, c'est ça. Merci Yannick d'être intervenu, évidemment. Cyril Benassar, vous restez là. Puis Katia Bouchon ne vous a pas entendu, on va revenir avec vous. Vous continuez de nous appeler, vous faites comme Yannick, surtout si vous n'êtes pas d'accord, puisqu'ici tout le monde a la parole. Venez interpeller Cyril Benassar, il est là pour ça aussi, c'est le but du jeu. Et puis on se retrouve dans quelques instants, toujours au 0826 300 300. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et oui, de retour dans le studio de Sud Radio avec Philippe Rossi, Katia Boucher, patronne du bar-restaurant La Bohème, et Cyril Benassar, auteur de L'arnaque antiraciste expliquée à ma sœur. Et puis surtout avec vous qui nous appelez au 0826 300 300. On fait un petit tour du côté de Lyon. On donne la parole à Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour à vous. Bonjour Christophe, bienvenue sur Sud Radio. Cyril Benassar, Katia Boucher, notre restauratrice qui est avec nous. On vous écoute Christophe. Écoutez, moi je suis content de venir voir que vous donnez encore la parole à ces commerçants et à ces restaurateurs. Plus que jamais. Ben oui, c'est gentil parce qu'on les ferme encore une fois et on sait très bien que finalement cette fameuse étude dont vous parliez tout à l'heure et d'ailleurs que vous avez peut-être pas bien lu avait montré que dans les commerces on se contamine pas et n'avait pas montré qu'on se contaminait dans les restaurants. Voilà. Vous êtes commerçant vous-même peut-être Christophe? Je suis restaurateur, oui. Ouais. Je suis restaurateur. Donc et fermé. Je suis aussi
et donc fermé. Je suis aussi un responsable d'un collectif de commerçants, d'indépendants, de libéraux qui s'appelle Les Pendus. Et à ce titre-là, on connaît assez bien le sujet de tous nos confrères et malheureusement qui sont confrontés à ces problèmes, notamment d'éligibilité à ce qu'on appelle les aides du Fonds de solidarité. Voilà. Donc il y a tous ceux qui sont éligibles et qui pour qui parfois les aides conviennent, et puis il y a tous ceux qui ne sont pas éligibles. Et ce principe d'éligibilité, figurez-vous qu'on considère que c'est une sacrée injustice. Voilà. Vous l'êtes ou pas, vous, éligible, Christophe? Oui, moi je le suis, oui. C'est pas pour autant que d'autres ne le sont pas, vous voyez. Ouais. Alors comment vous vivez? On a eu le témoignage de Katia Boucher, qui est obligée, Katia Boucher, de travailler un autre emploi. Voilà, elle a dû trouver un autre emploi, c'est assez incroyable, pour pouvoir faire vivre, faire tenir son restaurant. Comment vivez-vous, Christophe, cette période très très difficile pour vous? Alors, elle est difficile pour tout le monde, et même si je fais partie, moi, à titre individuel, de ceux qui vont à peu près, normalement, s'en sortir, encore que on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, et c'est là où est tout le problème. Mais parce que j'ai aussi pu contracter le fameux PGE, donc voilà, je me suis endetté, comme beaucoup, et beaucoup n'y ont pas eu droit non plus. Enfin bon. Donc comment je le vis? Je le vis avec beaucoup d'inquiétude, parce que on a encore entendu des promesses. On parle d'un horizon. Vous savez, l'horizon, c'est la ligne qu'on n'atteint jamais. C'est plus on avance, plus il recule. Et ces promesses-là, on les a déjà entendues. Donc on refait le film à chaque fois, sans tirer vraiment les leçons des deux premières. On en est à la troisième. On fait subir encore aux commerçants, et j'insiste, parce que c'est vraiment eux qui subissent le plus ce troisième confinement, finalement. Au-delà de cette règle des 10 km, etc., le télétravail, on sait bien que ça va être encore une supercherie. Donc c'est vraiment les commerçants qu'on ferme qui vont subir ça. C'est une vraie discrimination. On se demande ce qui se passe avec les petits commerçants, quoi. Vraiment, il y a une volonté de faire consommer les gens différemment. C'est très curieux, cette histoire. Katia, j'imagine que vous comprenez, évidemment, c'est votre confrère, c'est votre collègue restaurateur. Vous êtes dans la même situation que lui. L'horizon, donc la ligne qui ne s'arrête jamais. C'est votre sentiment aussi. Le 15 mai, c'est l'horizon. Le 15 mai, vous n'y croyez pas, Katia Boucher? Moi, vous êtes comme Christophe? Comme j'ai dit ce midi, je le crois pas non plus. Oui, je rejoins tout à fait Christophe là-dessus. Et moi, je pense aussi au après. Parce qu'il va y avoir un après. Après réouverture possible. Oui, il va y avoir un après. C'est-à-dire que vous dites qu'on va réouvrir, mais que quand le virus on va réouvrir va revenir, on va refermer. On va réouvrir pour refermer. Et quand on pourra rouvrir normalement, avec des gros guillemets, il va y avoir le après. Alors normalement, dans la logique et en théorie, il ne devrait pas y avoir d'après, puisque normalement, on devrait être tous vaccinés, donc avoir l'immunité collective. Je parle du après financier. Ah, du après financier, d'accord. Du côté financier, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous vont mettre la clé sous la porte. Parce que ce qu'on nous donne de la main droite, forcément que ça va être repris de la main gauche. Enfin, après, ça n'engage que moi. Mais je pense pas que Monsieur Macron, Monsieur le maire, nous ait fait un cadeau. Vous pensez quoi, une taxe par exemple? Des taxes? Oui, peut-être une augmentation de TVA. Enfin, je sais pas comment ils vont l'adapter, mais c'est sûr que on va payer les pots cassés. C'est votre angoisse aussi, Christophe? Vous partagez l'angoisse de Katia? Oui, et puis le après sanitaire, on n'en sait rien. C'est bien de dire le vaccin, c'est le Graal. On vient de voir que, a priori, j'ai vu ça hier, que le Chili, après avoir beaucoup vacciné, a refait un reconfinement. Donc, on nous parle des variants résistants, on nous parle de plein de choses qui pourraient survenir, donc comme si on les attendait. Moi, je ne crois pas que l'après sanitaire soit si découvert que ça. Bien sûr qu'économiquement, on va avoir une crise qui arrive et on l'a encore pas vue, et elle arrive et on le sait, et tous les économistes le disent, et peut-être que les médias ont pas trop envie d'en parler, mais c'est pourtant factuel, et là, ça va être un drame absolu. Donc oui, on va rouvrir. Un jour, pour combien de temps, on ne sait pas. Quand, on ne sait pas. Avec quel protocole, on ne sait pas. Avec quelle faculté de réaliser le chiffre d'affaires, si on doit travailler à 50 ou 40 ou 30%, je ne sais pas comment on va vivre. Je ne connais pas d'entreprises qui ont 50% de résultats nets en bas de leur bilan.
Avec toute cette discrimination qu'on subit depuis des mois, il va falloir que les gens aient le courage quasiment de revenir consommer dans nos établissements sans crainte. Enfin, vous voyez, on part de loin, quoi. Donc nous, pour toutes ces raisons-là, on avait d'ailleurs engagé une procédure contre l'État pour essayer non seulement d'être indemnisé, une procédure collective, pour être indemnisé d'abord à hauteur des préjudices subis, et puis surtout pour essayer de freiner ces décisions, parce qu'on est vraiment la variable d'ajustement facile. Vous savez, les commerçants, quand ils auront coulé, ils vont pas coûter très cher. Hein. Ils auront peut-être droit au RSA, et c'est tout. Donc finalement, c'est pas très globalement, économiquement, on peut nous dire tout ce qu'on veut, qu'on s'occupe des gens, mais c'est pas très grave pour le pays. Voilà. Donc, oui, c'est-à-dire qu'on s'attend à une explosion du chômage, mais puisqu'on parle surtout d'indépendants, effectivement, ils n'auront droit à rien si ce n'est au RSA, c'est ce que vous voulez nous dire. J'aimerais avoir l'avis de Cyril Benassar sur tout ce qu'on vient de dire. Déjà sur la fermeture des restaurants depuis des mois. Est-ce que c'est de la discrimination selon vous, puisque vous en parlez aussi dans votre livre? On parle du racisme évidemment, de la discrimination des restaurants fermés parce que le virus circule beaucoup dans ces établissements. Moi, je ne parlerai pas de discrimination. La discrimination, c'est choisir quelque chose plutôt qu'autre chose. Donc, il y a forcément des choix, des renoncements. Oui, si vous voulez, appelons ça comme ça, mais c'est... Écoutez, je pense qu'on y est dans la moi je pense qu'on y est, au contraire. Dans la discrimination, oui, puisque là il y a eu un choix de l'État de fermer nos établissements, nos bars, les restaurants, les discothèques. Donc là, je pense que oui. Il y a eu un choix. Après, on peut discuter des raisons pour lesquelles ces choix ont été faits, des études qui disent que les gens se contaminent plus ou moins, qui sembleraient inexistantes ou bidons. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais oui, puisque nous, il y a l'idée qu'il y aurait une discrimination soit arbitraire, soit pour de mauvaises raisons. Alors peut-être sur des études fausses, mais je ne crois pas qu'on ait choisi les commerçants pour nuire aux petits commerçants. C'est parce que les choses... Il semblerait qu'on veuille limiter au maximum les interactions sociales et qu'on pense que c'est là que ça se passe. Peut-être qu'on se trompe. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Je dis que discrimination, c'est un mot qui me paraît... il y a ce débat sur les commerces essentiels. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est non essentiel, Cyril Benassar? C'est ça aussi le débat. Là, moi, je pense qu'on a chacun sa notion de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas. Après, on peut quand même définir des faits objectifs. L'alimentaire, évidemment, on ne peut pas se passer de manger. On peut peut-être se passer de maquillage. Et encore, enfin, voilà, c'est... Tout ça est très, très relatif. Maintenant, on essaye de limiter au maximum les sorties. Mais il y a plein de petits commerçants alimentaires. Oui. On aurait peut-être dû fermer les grosses enseignes et puis laisser les petits commerçants aussi. Ça, je veux bien. Ça, c'est pas de la discrimination non plus, ça. Alors ça peut rentrer aussi dans le cadre. Peut-être. Alors, c'est vrai, on aurait pu laisser les petits. Allez, encore quelques minutes, Katia, et vous faites changer d'avis. Je ne connais pas les raisons qui ont présidé à ces choix, donc je peux pas. Il est en pleine réflexion, là. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on retient le nom du collectif de Christophe, Les Pendus. En tout cas, ça a de quoi être assez marquant. Merci beaucoup, Christophe. On retourne au standard. On va à Ivry-sur-Seine. On donne la parole à Yamina. Bonjour, Yamina. Oui, bonjour Clémence. Bonjour Yamina. Bonjour Cyril Benassar et Katia Boucher, nos invités. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vos invités aussi. Et bravo pour l'émission en l'occurrence. Je voulais intervenir par rapport au sujet abordé et le livre de Cyril Benassar, l'arnaque antiraciste expliquée à ma sœur. Je souscris à tout ce qu'il a dit. Vous voyez, je m'appelle Yamina, je suis arrivée en France en 2002 et je m'inscris totalement au faux de toutes ces attaques menées par des associations qui veulent passer la France et les Français par les plus grands racistes que l'histoire a connus et de parler de privilèges et d'avantages blancs. Premièrement, moi, quand j'entends parler de privilèges et d'avantages blancs, moi je pense aux malheureux paysans dans la ruralité française qui crèvent la bouche ouverte et qui se suicident, les petits blancs justement qui se suicident une fois tous les 3 jours, il y a un suicide chez eux. Donc moi je pense à eux et je vois pas de privilèges et je vois pas d'avantages en l'occurrence. Je ne vois pas d'avantages et je ne vois pas de privilèges. Et moi je regarde autour de moi, je suis universitaire, moi mes collègues c'est des Mohamed, c'est vraiment c'est de différentes origines et il n'y a aucune discrimination, il n'y a aucun racisme, et encore moins un racisme d'État, encore moins un racisme systémique. Il faut arrêter avec ça. Moi je dirais qu'avec ces associations il faut être ferme et il faut surtout couper toutes les subventions. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est elles qui menacent l'unité nationale, puisque justement elles attaquent le modèle français, le modèle qui a fait l'exploit justement
d'une nation, d'une nation unique et qui indépendamment de l'origine et de la religion ou de la culture des uns et des autres, sont d'abord considérés comme citoyens dans cette nation, tout simplement avec les mêmes devoirs et les mêmes droits. Et quelle que soit son origine, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion, on a tous les mêmes droits et le même devoir. Moi, j'irai beaucoup plus loin. Moi, je ne veux plus de cette discrimination positive. Il faut que le mérite soit justement soit remis. C'est le mérite qui doit compter. Moi, je vois autour de moi mais énormément de personnes de couleurs. Je n'aime pas ce terme. Je n'aime pas qu'on réduise les gens à leur origine, à leur culture, à leur couleur de peau. Et ces associations justement enferment les gens dans des identités ethniques, religieuses, qui saccagent, qui veulent détruire ce modèle auquel on tient énormément, parce que c'est ce modèle-là qui a permis l'émancipation de plusieurs personnes comme moi qui sommes venues d'un ailleurs où elles n'ont pas eu et elles n'auront jamais les libertés dont on jouit en France. Il faut arrêter avec ces conneries, il faut couper toutes les subventions, puisque c'est nos impôts, en l'occurrence, qui subventionnent ces idéologies qui nourrissent ces haines contre la France et les Français. Oui, il faut arrêter, il faut vraiment arrêter avec ça. Et puis, vraiment bravo. Je souscris absolument à tout ce qui a été dit. Et maintenant, il faut que l'État agisse. Il faut que le président de la République, en l'occurrence, arrête aussi de donner des gages à ces associations en parlant parfois de discrimination, en parlant de je ne sais quoi d'autre, de violences policières, en parlant de plein de trucs qui n'ont aucune réalité sur le terrain, On a la chance inouïe d'être en France. On a une chance inouïe d'être en France, et ces associations distillent une forme de haine qui, si on laisse faire, va finir par détruire le modèle auquel on tient toutes et tous. Donc il faut arrêter. Moi, je veux faire aujourd'hui un plaidoyer pour la France. Non, la France n'est pas raciste, et encore moins les Français ne le sont pas. Qu'il y ait des racistes, qu'il y ait des personnes, des individus racistes, oui, comme partout. Et j'invite ces associations justement qui militent, entre parenthèses, pour les droits de l'homme, de regarder ce qui se passe ailleurs, de regarder l'esclavage dans les pays africains toujours en vigueur, de soutenir justement nos paysans qui crèvent, je disais, la bouche ouverte tous les jours. Voilà ce qu'il faut qu'elles fassent, de former à la citoyenneté des gamins qui sont totalement en déperdition, qui nourrissent ces associations, qui nourrissent la haine de ces jeunes. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, parmi mes étudiants, moi aussi, j'ai des étudiants de différentes origines. Et les entreprises, il n'y a pas de discrimination pour trouver un stage, pour trouver un apprentissage des étudiants, qu'elle s'appelle Samira, qu'il s'appelle Mohamed, qu'il s'appelle Wong, et qu'il s'appelle je ne sais quoi d'autre, qu'il s'appelle Francis. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça et défendre aujourd'hui le modèle. Il faut défendre aujourd'hui l'universalisme à la française, parce que c'est ce qui nous a permis, nous, qui sommes venus d'un ailleurs où ces libertés-là n'existent pas, qui nous a permis de nous émanciper justement de notre culture, de notre religion et de tout ce qu'il y a autour, de tout ce qui nous enchaînait, et de s'ouvrir, et nous a permis de s'ouvrir au monde, tout simplement. Voilà, et c'est la France qui a permis ça, c'est la France. Merci Yamina, le cri du cœur de Yamina d'Ivry à l'instant en région parisienne. Non, la France n'est pas raciste, Yamina. Écoutez, on va vous faire parvenir, ou peut-être Cyril Benassar, on peut lui faire parvenir l'arnaque antiraciste, peut-être. On va vous mettre en relation. Je suis content de vous entendre, Yamina. Je trouve que votre mise en garde contre le danger qui pèse sur notre modèle français, qui est unique et qui est à la fois exigeant mais très généreux, qu'il faut absolument sauver, ça fait chaud au cœur. Et puis un témoignage de gratitude aussi, parce que ça se fait rare, la gratitude pour ce que ce pays vous a donné, comme ce que ce pays m'a donné aussi, parce que je suis pas un Français de souche, moi aussi, il y a quelques temps mes parents ont rejoint la France, ça fait plaisir, merci. Merci Yamina. Et les faites tous comme Yamina, et d'ailleurs comme Yannick aussi, c'est-à-dire que vous êtes d'accord, pas d'accord, on vous attend tous au 0826 300 300, on reste là avec Philippe Rossi, avec Katia Boucher et avec Cyril Benassar, à tout de suite.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et là, c'est Philippe Rossi qui est dans tous ses états. Et puis ses invités aussi, Cyril Benassar et Katia Boucher. Et puis surtout vous aussi, qui nous appelez au 0826 300 300. On va en Seine-Saint-Denis, on donne la parole à Renaud. Bonjour Renaud. Oui, bonjour Clémence, très content de vous retrouver. Je vois que vous êtes toujours fidèle au poste. Toujours Clémence, toujours là, entre midi et 14h, chaque jour de la semaine. Voilà. Bonjour Renaud, bienvenue, je vous présente Cyril Benassar et Katia Boucher. Un bon week-end Pascal à André Bercoff également. Très bien, on lui dira, il se repose. Bonjour Philippe et bravo de reprendre les rênes de l'émission. Merci. Et bonjour à vos excellents invités, monsieur Benassar. Bonjour monsieur. Katia Boucher, voilà. On vous écoute Renaud. Moi je voulais évoquer la problématique des restaurateurs. Et des patrons de bars qui sont toujours fermés malheureusement au bout d'un an. On n'en sort toujours pas. J'ai beaucoup de compassion pour vous, j'ai beaucoup de compassion pour eux. Je ne comprends pas pourquoi ils n'auraient pas droit en toute liberté à exercer leur métier et à travailler avec passion, avec courage, avec abnégation. C'est vraiment tout à fait attristant et permettez-moi d'avoir quelques réserves quant à la date du 15 mai qui nous a été donnée. Je n'y crois pas. Moi, je repense à une formidable phrase, une citation d'un ancien ministre de l'Intérieur qui avait pas sa langue dans la poche et qui avait un accent méridional. Vous devinerez de qui il s'agit. Il disait « Les promesses ne valent que pour ceux qui les écoutent ». Donc en fait, on a vraiment l'impression de naviguer à vue. Alors après, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est de l'incompétence ? Est-ce que c'est de la malveillance ? On commence à se poser vraiment des questions par rapport à cette situation. C'est absolument c'est absolument terrifiant. Donc je pense que ça ne rouvrira pas et on a presque l'impression de se dire finalement est-ce que cette crise du Covid, qui est une crise sanitaire, ne se transforme pas en gestion politique ? Je m'explique. C'est-à-dire que on maintient les Français dans une forme de peur par rapport à une maladie qui tue 0,5% de ceux qui sont touchés. Et on nous propose comme seules options confinement, reconfinement, confinement, reconfinement, et ensuite la vaccination qui a pris, vous en êtes bien entendu rendu compte, qui a pris beaucoup de retard. Et je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas certains médicaments qui pourraient effectivement nous aider à régler les problèmes. Effectivement, ivermectine, hydroxychloroquine, je ne veux pas revenir là-dessus, mais visiblement, il y a une forme d'entêtement. Donc, c'est-à-dire, en plus de la vaccination, miser aussi, investir sur un traitement. C'est ce que vous dites. Parce que logiquement, vous avez quelqu'un de malade, vous l'isolez, vous lui donnez des médicaments. Moi, j'ai ma belle-fille qui habite en Amérique du Sud, elle a été malade, on lui a donné de l'hydroxychloroquine. Oui. Elle a récupéré au bout de 4 jours et ça va beaucoup mieux. Donc, ce qui est fait à l'étranger, c'est très bien, mais pourquoi nous privons-nous d'observer et de regarder ce qui peut être fait à l'étranger ? Alors aux États-Unis, il y a le remdesivir, puisque vous parlez de l'étranger, il y a le remdesivir par exemple aux États-Unis, c'est ce qu'a soigné le président américain Donald Trump, voilà un traitement à base d'anticorps. La France va le tester, c'est ce que j'ai entendu, on devrait le tester effectivement ce traitement. J'aimerais avoir la réaction Renaud de nos invités. Katia Boucher, évidemment ça vous concerne, et juste après Cyril Benassar. Alors Katia Boucher nous l'a dit, elle n'y croit pas non plus à cette date du 15 mai évidemment. Je vous rejoins complètement, non moi j'y crois pas du tout. Non, pas du tout. J'ai pas du tout de... Enfin, moi et beaucoup d'autres, on n'a pas du tout de vue sur ce qui va se passer. À la question pourquoi, j'ai pas de réponse non plus. Enfin, si, j'en ai quelques-unes de réponses, mais je pense que peut-être ils veulent plus de voir de discothèques, peut-être qu'ils veulent plus non plus de restaurateurs, ni de bars. Franchement, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Alors de la malveillance, comme disait Renaud, je ne pense pas, de l'incompétence, ça c'est fort possible. Cyril Benassar, oui, Cyril Benassar. J'ai du mal à Bien croire. dans le micro, Cyril. J'ai du mal à croire qu'il y ait derrière tout ça, effectivement, de la malveillance ou la volonté d'atteindre une profession, de lui causer du tort. Je crois pas. Peut-être qu'il y a, il y a peut-être de mauvaises analyses, de mauvaises approches. L'idée que ça va réduire les interactions sociales si on ferme tous les petits commerces d'un centre-ville et que ça va arranger la situation dans la pandémie. Je suis incapable d'y répondre, je peux pas vous dire, mais l'idée qu'il y aurait derrière tout ça, la volonté de sacrifier
une catégorie de professionnels. J'aime bien le mot sacrifice. Parce que c'est ce qu'on est en ce moment. Hein. On est sacrifiés. Il n'y a pas de raison que nous... faut m'expliquer quand même. Il y a des choses qui sont incohérentes. Pourquoi est-ce que nous, restaurateurs, les bars, même les discothèques, on est fermés parce qu'on est vecteur de Covid. Pourquoi le restaurant de l'Élysée est ouvert, lui? Pourquoi est-ce que dans les... il y a les restaurants d'entreprise aussi qui sont ouverts. Les restaurants d'entreprise sont ouverts également. Je sais pas. On revient encore au gros commerce, les grandes surfaces. Pourquoi est-ce qu'elles sont ouvertes et que les petits ferment? Pourquoi? Écoutez, ça, Donc, c'est vrai que c'est des questions qui peuvent se poser. Beaucoup d'incohérences, évidemment, dans cette gestion de crise, effectivement. Alors, on retourne au standard 0826 300 300. La parole à Jacqueline qui nous appelle de Paris. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour à tous. Bonjour Jacqueline, bienvenue. Merci de vos émissions. Donc je vais mettre mon petit grain de sel un peu sur tout. Allez-y. Donc concernant les restaurateurs, je ne crois pas à la réouverture. Oui. Et ce qui me pousse à être encore plus méfiante, c'est toutes les incohérences qui viennent d'être soulignées, qu'on souligne depuis fort longtemps. Et le climat de peur dans lequel on nous entretient, on nous maintient. Je souhaiterais personnellement que même sur Sud Radio, chaque fois qu'on parle des morts du Covid, on dise que c'est 165 morts sur 2000 morts par jour en France. D'autre part, lorsqu'on parle des séquelles du Covid, on parle aussi des séquelles des AVC, des séquelles des crises cardiaques, des séquelles et ainsi de suite. Comme ça relativiserait un petit peu les choses. Voilà. Donc, on parle des séquelles du Covid pour expliquer que c'est un virus à prendre très au sérieux, un virus dangereux. C'est pour ça aussi qu'on parle des séquelles du Covid. Parce que ce qui est de l'AVC, par exemple, on sait tous que l'AVC, c'est quelque chose de terrible, d'irréversible. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on met l'accent sur les séquelles du Covid. Oui, mais parce que... Oui, je sais pas. Non. Pourquoi est-ce on cumule les chiffres depuis un an, alors qu'habituellement, pour les statistiques, on s'arrête en fin d'année et on recommence à zéro au début de l'année suivante. Donc, ça colle pas. Il y a trop de choses qui ne collent pas. Ce week-end, tout le monde peut s'échapper. Ceux qui ne peuvent pas s'échapper ce week-end, ils seront coincés. C'est quoi ça? Et les Français vont pouvoir rentrer en France. Est-ce que leur carte d'identité française les protège de la contagion? Il y a un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et CNews qui nous dit que 45% des Français sont résignés, 32% révoltés. Vous êtes dans quelle catégorie, vous? Pour finir, Jacqueline, très vite, il nous reste peu de temps. Résignés, révoltés? Les deux? Les deux, mon capitaine. Je ne suis pas résignée. Je ne suis pas révoltée, mais je suis décidée à ne pas accepter les choses sans réfléchir et sans réflexion. Ceci étant, je tiens à vous dire que je respecte les gestes barrières, que je prends toutes les précautions nécessaires, à l'exception d'une, c'est de me priver de voir mes petits-enfants et mes enfants. Voilà. Merci en tout cas à vous Jacqueline pour votre témoignage et votre réaction. Merci à vous Jacqueline et merci à vous tous qui nous avez écoutés. Philippe Rossi évidemment, Cyril Benassar, l'arnaque antiraciste expliquée à ma sœur aux éditions Mordicus, et puis Katia Boucher, gérante du restaurant La Bohème. Merci et courage. Et puis vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Et puis attention, Sud Radio continue, attention à un sujet important avec Brigitte Lahaye dans quelques instants, le libertinage. Quelles sont les différentes sortes de libertinage, de l'échangisme au BDSM, et c'est avec Arthur Vernon, écrivain, scénariste et auteur. Voilà encore de belles promesses au 0826 300 300.